C'est la rentrée, pas seulement sur le plateau de Lady vous écoute, mais aussi pour les élèves et en réalité pour les parents, car quand les élèves vont à l'école, les parents sont concernés d'une manière ou d'une autre. Nous parlons aujourd'hui du système éducatif français et il est possible qu'il puisse y avoir des réformes au-delà de ce qui a déjà été proposé par l'éducation nationale. Nous avons deux invités sur le plateau qui nous font la gentillesse de vouloir en parler. Merci de les recevoir avec moi. Madame Doris Léopoldi, bonjour madame. Bonjour Lady. Vous êtes formatrice, consultante. Vous nous avez proposé ce sujet que nous avons saisi au vol, car c'est l'occasion qui fait le larron, puisqu'au mois de septembre, il est de bon ton de revenir sur ces questions-là. Et merci à vous, Thomas Cavin-Djombe, d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Bonjour Lady. Alors déjà, qu'est-ce qui a motivé ce choix de sujet? Aviez-vous déjà commencé la réflexion sur cette question? En effet, Lady, je considère que je suis sortie en 2001 du système scolaire en situation d'échec et j'ai dû me reconstruire totalement dans mon parcours professionnel pour pouvoir aujourd'hui exercer un métier qui me correspond. Et toute cette réflexion, je l'ai commencée à partir du moment où j'ai commencé mon bilan de compétences et que j'ai été amenée à réfléchir sur l'orientation qui m'avait été proposée dans le système éducatif français, alors qu'en fait, d'autres chemins étaient possibles et auraient pu me permettre de m'épanouir sur le métier que j'exerce aujourd'hui. Vous l'avez déjà entendu, ce type de réflexion, monsieur, que cela suscite-t-il chez le chercheur, l'écrivain et puis l'enseignant tout de même? Beaucoup de réflexions parce que, en fait, quand on regarde le système éducatif français en général, l'impression première, c'est que, mais surtout de l'extérieur, on a l'impression que c'est un système qui est un peu trop théorique, et qu'il est basé beaucoup plus sur l'acquisition des connaissances de base et qu'il n'y a pas une visée essentiellement socio-professionnelle. Donc il faudrait peut-être que les jeunes commencent à sortir un peu du système et commencer à aller eux-mêmes vers les organismes comme le CIO, comme les missions locales et autres, pour pouvoir avoir des possibilités autres qui sont à caractère purement professionnel. Donc l'accent n'est pas essentiellement mis sur l'aspect pratique, sur la professionnalisation. Conséquence, on a parfois affaire à des élèves qui sortent du système éducatif, parfois même après le bac, mais sans qualification. Alors, quand on parle du système éducatif, que l'on parle des élèves, peut-être faut-il parler des parents, parce que si ceux qui sont à l'école, à savoir les élèves, parfois perdent de pied, bien plus encore les parents qui sont à l'extérieur des murs de l'école et qui ne peuvent avoir que leur bonne volonté. Cela suffit-il à un parent pour pouvoir accompagner son enfant? Eh bien, justement, quelles sont réellement les informations qui sont mises à la disposition d'un parent pour réellement aider un enfant à construire son chemin et réussir à déterminer sa vocation? Je voudrais un petit peu rebondir sur ce que vous disiez concernant le CIO. Justement... Alors le CIO, pour la meilleure compréhension de tous, oui. On va éviter le sigle, cela désigne le Centre d'information et d'orientation. Exactement. Oui. Le CIO est donc normalement un endroit vers lequel un élève peut se tourner pour justement appréhender les différents secteurs d'activité, différentes voies pour poursuivre ses études. Et justement, je pense que pour moi, l'enjeu majeur commence à ce niveau-là, parce qu'on est souvent encouragé à rejoindre les voies entre guillemets considérées comme étant royales, voie L, E, S, S. Or, il existe toutes sortes de voies un petit peu plus professionnalisantes qui permettraient en fait à un enfant de mieux s'épanouir. Aujourd'hui, moi là où je m'interroge, c'est est-ce qu'aujourd'hui l'école prend vraiment la conscience que son objectif est de permettre que les élèves réussissent leur vie, réussissent leur future carrière professionnelle, puisque c'est à ça que tend l'école, formée pour pouvoir ensuite exercer plus tard un métier, mais qu'est-ce qu'aujourd'hui on nous propose pour pouvoir avoir des outils pour trouver cette vocation? Est-ce qu'on n'est pas plutôt dans un endroit qui détruit des rêves ou détruit des ambitions professionnelles? Ou qui ne prend pas en compte l'idée même qu'on puisse avoir quelques rêves que ce soit. Madame est donc en train de nous dire qu'en réalité, un peu comme si le système éducatif était là pour caser les enfants, les parents aussi de leur côté se contentant d'envoyer les enfants à l'école sans nécessairement avoir quelques perspectives que ce soit. En fait, il faut dire que le système éducatif français a aussi un aspect professionnalisant. Sauf que dans la conscience générale, cet aspect est un peu sous-évalué. Il est sous-considéré parce qu'on considère qu'un jeune qui commence par exemple en premier en STI ou en SIN et autres, c'est un jeune qui a eu un échec
du côté général. Donc il y a une sous-considération des études générales et une sous-considération des études professionnelles ou professionnalisantes qui pourtant ont plus d'ouverture dans la société. Et maintenant le parent, pour revenir à la question tout à l'heure, le parent, en fait, il y a un problème qui se pose, c'est qu'en France, il y a 2 vitesses. D'un côté, on a des parents qui sont en mesure d'avoir les renseignements qu'il faut et qui vont les chercher à la base, à la source. Et il y en a qui n'ont pas cette possibilité d'avoir des renseignements. C'est déjà un problème qui se pose au niveau de l'équité face à l'éducation. Parce que les parents qui ne sont pas... Parce que le système français est un système qui est basé sur l'intellectualité. C'est une déontologie de l'intellectualité du début jusqu'à la fin. Bac plus 60, sinon rien. Si le père, déjà, n'a pas le bagage qu'il faut, le background éducatif nécessaire pour pouvoir aller chercher les renseignements ou alors pouvoir les avoir et lire et pouvoir donner maintenant ces renseignements à son enfant, c'est impossible. Parce que, je vous donne juste un exemple, très simple. Le papa qui ne connaît pas lire, il y en a, ils sont nombreux. Je suis allé en Bretagne, j'en ai vu. Ils sont nombreux qui disent « Waouh, moi je ne sais pas lire, est-ce que vous pouvez m'aider un peu ?» Donc, comment pourra-t-il avoir les renseignements pour son enfant? Quelle aide pourra-t-il apporter à son enfant? Donc, il y a déjà un problème qui se pose au niveau de l'équité face à l'éducation. Je relève, monsieur dit dans son propos que le père qui ne peut pas, et de la responsabilité des mères dans l'accompagnement des enfants. Les mères, justement, se sentent souvent très concernées par la réussite de leurs enfants. Moi, je revois le parallèle de ma mère quand elle avait ce sentiment que rien ne pouvait me motiver à aller justement à l'école, puisque dans les années lycée, c'est une période où je n'étais pas très souvent en cours, en tout cas. Cependant, elles peuvent être tout aussi désarmées en fait que les pères dont vous parlez quand elles n'ont justement pas eu ce parcours ou elles-mêmes ces possibilités d'avoir quels organes en fait vers qui se tourner pour pouvoir définir une orientation, quoi. Donc, c'est comment, pour moi, réussir à mettre des informations pratiques à disposition des enfants et comment réussir aujourd'hui à refaire un relais entre les parents qui seraient effectivement demandeurs d'avoir cet accompagnement. Je pense qu'il y a des passerelles qui pourraient être vraiment mises en œuvre de manière très simple. Et ma question, c'est pourquoi effectivement elles ne sont pas mises en place ? Alors, autre question, vous disiez tout à l'heure que vous êtes sorti de l'école en situation d'échec scolaire. Qu'est-ce que ça désigne exactement quand on voit par ailleurs ce que vous dites, ce que vous faites aujourd'hui qui, ma foi, ne laisse rien entendre sur ce passé-là? D'accord. Alors, j'entends par là en échec scolaire puisque j'ai passé pour la première fois mon bac dans les années donc 2000 et je ne l'ai pas eu. J'ai reçu mon certificat de fin d'études puisque j'avais eu la moyenne qui permettait qu'on puisse m'envoyer cette attestation. Cependant, voilà, je voulais pas retourner au lycée parce que c'est vraiment des années qui ne m'ont pas plu. Je me suis pas sentie intégrée. Il n'y avait pas des leviers de motivation. Je ne voyais pas de perspective d'avenir. Donc pourquoi aller dans un endroit dans lequel je me sentais plus mal qu'autre chose? Après, j'ai décidé en fait de poursuivre mes études en alternance pour, entre guillemets, calmer ma très chère mère qui justement était désespérée et je cherchais le moyen pour éviter une nouvelle source de conflit. Donc je me suis inscrite dans un établissement qui m'a permis de poursuivre à niveau bac. Du coup, j'étais inscrite en BTS assistante de gestion. Donc j'avais trouvé une entreprise et une école. Ça s'est pas spécialement bien passé et j'ai repassé mon bac en candidat libre. J'ai eu mon bac vraiment par chance, je pense, et par la suite, là, je me suis remobilisée et je me suis remise à rechercher un autre BTS en alternance, action commerciale. Et c'est vraiment au travers de l'alternance, en fait, que j'ai pu reprendre goût à l'étude, parce que, aux études du moins, parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'on n'était plus dans un endroit où l'enseignement avec le maître qui détient le savoir, et puis qui entre guillemets, fait descendre ses connaissances et voilà comment il faut comprendre, voilà comment il faut réagir pour être demain l'élite de la France, alors qu'on n'est pas tout le temps d'accord avec tout ce qui est dit. Et là, j'ai trouvé un nouveau sens et une nouvelle manière en fait de m'épanouir. Et j'ai pu poursuivre ensuite par une licence professionnelle commerce-distribution à l'UE de Paris. Et ensuite embraser effectivement une carrière et finir avec un bac plus 3 alors qu'en 2000, je voulais plus entendre parler de l'école, quoi. Ce qui veut dire que le contact immédiat avec le monde professionnel
peut-être peut réconcilier les élèves en difficulté, parce que quand on est dans quelque chose d'assez abstrait, comme souvent le sont les formations, en tout cas à l'école, on ne fait pas très bien le lien avec ce à quoi cela va-t-il servir, que d'apprendre telle matière, que de connaître telle leçon, et ainsi de suite. En fait, il faut dire qu'il y a un problème qui se pose du point de vue de la pédagogie. Parce que beaucoup de jeunes sont en situation d'échec par rapport à la détermination du type de pédagogie qui sied à leur possibilité de se concentrer. On a des jeunes qui ne peuvent pas se concentrer plus d'une heure quand on donne des cours essentiellement théoriques. Ceux-là ont des difficultés dans une pédagogie de groupe. Il faut donc déterminer pédagogie de groupe, pédagogie restreinte, pédagogie individuelle. Mais si on veut spécifier comme cela, si on veut faire de l'enseignement sur mesure, on pourrait comprendre que le système, lui, ne s'en sorte pas. L'éducation nationale peut-elle, de manière viable et pérenne, proposer ce type de structure à tous les élèves? À partir du moment où on se rendra compte qu'il y a un jeune qui ne s'en sort pas et qui se sent frustré très facilement et très rapidement dans une pédagogie de groupe, on peut donc commencer à lui proposer autre chose, des pédagogies restreintes ou des pédagogies à caractère purement pratique. Et à partir de ce moment-là, l'envoyer vers une formation professionnalisante. Sauf que dans le système français, on envoie un jeune vers le système professionnalisant qu'à partir du moment où il est déjà en échec. C'est comme ça dit que le caractère professionnalisant apparaît comme un caractère pompier, en fait. Je me permets de rebondir vraiment sur ce que vous dites parce que c'est très intéressant. Mais justement, le fait de vouloir, entre guillemets, suivre une voie professionnelle n'est pas une situation d'échec. Moi qui étais effectivement sur un bac sciences, technologies et tertiaire, donc STT, entre guillemets, on a ce stigmate d'être considéré comme des personnes, en fait, on ne savait pas trop où les mettre. Ils ont un niveau à peu près correct. Cependant, ce n'est pas un échec. Et je pense que voilà, cette espèce de cliché qui colle aux voies autres que les fameuses voies royales dont je parlais justement précédemment, est pour moi aussi cause en fait d'une mécompréhension et qui justement continue à faire que beaucoup se disent ben non, je suis en situation d'échec et ils auto-construisent une image d'eux-mêmes qui ne correspond pas à ce qu'ils sont et ça détruit des rêves, ça détruit des ambitions, ça détruit un destin professionnel. Alors, est-ce que vraiment les parents sont en mesure de pouvoir obtenir de l'éducation nationale aujourd'hui en France tout ce que vous venez de décrire? Moi, mon enfant, il est comme ci, il lui faudrait plutôt tel type de formation, et tel autre parent qui dirait mon enfant, il est comme cela, il lui faudrait plutôt... Est-ce que vraiment c'est possible ou est-ce que cela est réservé à ceux qui ont les moyens d'aller vers, on parle beaucoup de l'école Montessori dans le primaire et d'autres schémas encore? Est-ce que vous parliez tout à l'heure du clivage des classes sociales en termes d'information, de formation et d'accessibilité. Ouais, en fait, tout le monde peut avoir ces informations, mais il faut aller les chercher. Mais une fois qu'on a l'information, peut-on accéder à cela? Parce que ça coûte quelque chose quand c'est bien sûr, sur mesure. Il faut vraiment se mettre à chercher. Parce que la plupart de ces formations professionnalisantes sont faites du côté de l'alternance. Et dans l'alternance, il faut que le jeune ait nécessairement un patron, par exemple. Or, pour trouver le patron, ce n'est pas déjà facile. Parce que le patron, c'est un contrat, c'est un salaire. Même s'il est vraiment minime, mais c'est quand même un salaire. Et c'est ce côté-là que ce n'est pas facile, parce qu'il faudrait que les parents jouent sur leurs relations, et ainsi de suite. Et tout le monde n'a pas un bon carnet d'adresse. Moi, je vois les choses dans ce sens-là, mais je pense qu'il y a vraiment des choses qui pourraient être mises en œuvre sans que ça coûte plus. Dans le cadre, effectivement, de mon cursus, quand j'ai aussi choisi une reconversion professionnelle et que j'ai préparé mon diplôme de formatrice consultante, puisque apprendre, c'est quelque chose qui s'apprend. Et la pédagogie, justement, de la formation des adultes que j'avais dans le cadre de ma formation a été pour moi, le début pour moi d'un rêve d'organiser une révolution du système éducatif français. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres possibilités, il y a d'autres manières de faire. Je pense que réussir à jouer sur les leviers de motivation d'un élève en lui expliquant, voilà, aujourd'hui on va étudier, je ne sais pas, peut-être la poussée d'Archimède. Concrètement, vous ne voyez pas en quoi ça va vous servir. Mais le relier à des choses pratico-pratiques. Juste
avoir aussi une pédagogie un petit peu plus participante et pas justement comme on le dit souvent en pédagogie où ça, et voilà, le maître détient le savoir et les élèves sont là pour tout simplement prendre des connaissances, les acquérir, essayer de réfuter plus ou moins puisqu'on a l'esprit très philosophique en France et puis mais quand même faut donner les réponses attendues. Non, mettons nos élèves en situation de débattre, d'échanger, d'avoir le sentiment en fait qu'ils se forment, de pas juste acquérir des connaissances pour obtenir un diplôme, pour passer un diplôme, mais développons des compétences. Une mixité entre formation et enseignement serait, à mon avis, un essor vers des solutions sans que ça coûte plus d'argent. Moi, je pense que ce n'est pas seulement de ce côté-là qu'il faut se situer, parce que il ne faut pas oublier que c'est l'État qui détermine une politique d'éducation. Et à partir du moment où l'État détermine une politique d'éducation et que l'État met sur pied des programmes, les professeurs, maîtres et autres sont à la poursuite du programme. Donc, la pédagogie, quelles que soient les pédagogies, toutes sont basées sur l'échange. Le professeur, ce n'est pas un système pyramidal. On refuse toujours le système pyramidal. S'il y a pyramide, c'est la connaissance qui est au-dessus. Ce n'est pas le maître. Le maître doit se situer à un niveau presque au même que l'élève. Mais quel est le ressenti des élèves sur ce point ? Alors, si vous êtes d'accord, je voudrais vous proposer une petite pause musicale dans Lady vous écoute. Nous allons à la rencontre de Coco Mbassi, qui se trouve du côté de l'Angleterre, de passage en France. Un petit brin de musique. Ne dit-on pas que la musique adoucit les mœurs? On regarde ceci. Bandene sangwe kombo Baba kelemba maspadina makolo Mesane dinama teme Joana dipe mamengele Mongwane dinasibeni Nyola di bongo la banamani Wasenye de kabeboa De mombe batela mewa De wuma wala Otiki ne watena mwititi Nadia pona salo Muna mama nyangoka Jokwalanga be mabia Na kona ima wana wemba De awasemba na mayo Tomombe mongo mako Na masomi senyolana Nabina omende sueya Ema tumba punda
retour sur le plateau de Lady Vous Écoute. Nous étions là avec Coco Mbassi, accompagné à la guitare par Monsieur Serge Ngando. Nous étions à sa rencontre. Coco, de passage à Paris chez RFI. Merci d'être resté avec nous, Madame, Monsieur. Nous continuons donc à nous entretenir sur le système éducatif français. Aujourd'hui donc, une fois que vous avez énoncé ce qui a été dit au début de cette émission, quelles sont donc les possibilités, notamment pour les élèves eux-mêmes, que de pouvoir se réconcilier avec la formation qu'ils reçoivent, parce qu'il est peut-être plus facile pour les individus de s'adapter que d'espérer que le système lui change. Oui. Alors, programme. Souvent, en tant que formatrice en stratégie de vente, je sais que pour pouvoir conclure un entretien, il faut être très au clair sur qui est son man, c'est-à-dire la personne qui a les moyens, l'autorité et la nécessité. Dans notre cas, prenons conscience que l'État représente l'autorité, le corps professoral, l'éducation nationale, les personnes qui ont les moyens, mais les personnes qui ont la nécessité, justement, ce sont nos élèves. Et ce sont eux qui sont certainement les plus lésés de ce contexte. Personnellement, je rêve souvent d'une certaine révolution des étudiants en fait, qui partiraient pour chercher en fait, à organiser une certaine pression à la fois sur les personnes qui ont les moyens et l'autorité pour prendre conscience que leurs besoins se situent ailleurs de ce qu'ils pensent analyser. Je pense que la matière première est disponible, elle est tout à fait à même de s'exprimer. Et n'oublions pas que la jeunesse qui va à l'école aujourd'hui est censée être celle qui va nous réunir les 3% de croissance attendus sur la France. Donc écoutons-les sur ce qu'ils aimeraient voir évoluer dans le cadre effectivement de leur formation. Faut-il repenser l'école ? Ou repenser comment y aller? On va parler là des élèves. Moi, je pense qu'il est impossible de détacher l'école de la base culturelle même de la France, qui est basée sur la laïcité, sur la liberté, sur la question de l'équité, de l'égalité, des chances. Alors cette égalité des chances, est-elle une incantation ou prend-elle forme réellement? C'est une incantation, c'est pas aussi fort que ça. Mais on en parle, mais on constate que pour l'heure... La Cour des comptes, dans un des derniers rapports qu'ils ont fait sur les indicateurs justement de performance, disaient eux-mêmes que cette fameuse égalité des chances que l'école française, en tout cas, se tard de vouloir représenter, n'est absolument pas capable de pouvoir assumer cette égalité des chances. Alors, faut-il changer liberté, fraternité, égalité? Non, on ne pouvait pas changer la devise de base d'un pays. Par contre, moi je pense que d'un certain point de vue, tout dépend de la perspective dans laquelle on se situe. Si on voudrait que l'école soit essentiellement socio-professionnalisante, là, dans ce cas, il faudrait qu'on y adjoigne un aspect beaucoup plus pratique. Par contre, si on continue à croire que l'école est indispensable seulement comme élément de transmission des connaissances de base, on va continuer dans un système qui est purement non pratique, ou alors moins pratique. Et le problème, c'est que ce système-là crée beaucoup plus de chômage et beaucoup plus d'échecs et de ruptures et de frustration dans la jeunesse actuelle. Donc il faudrait peut-être recommencer. Le tout, ce n'est pas de changer tout le temps la politique éducative, parce que c'est ce qui se passe. Chaque gouvernement arrive et change la politique éducative, propose de nouvelles choses, change même parfois des programmes. Comme là, on a fait partie de certaines matières pour pouvoir en mettre une autre. Maintenant, on doit envoyer faire de la morale à l'école et ainsi de suite. Donc, ce n'est pas le plus important. Le plus important, je pense, c'est quels seront les débouchés. Si on se focalise un peu plus sur les débouchés, je crois que la donne va changer d'un bout à l'autre. Alors, quand on parle des débouchés, n'y a-t-il pas déjà un mal-être ambiant au sein même des écoles? Les élèves, aujourd'hui, n'ont-ils pas, quelque part, la perception de ce que, quoi qu'ils fassent, ils ne pourront pas échapper? Qui a leur classe sociale? Qui a un avenir incertain? Cela ne produit-il pas une bombe à retardement, quelque part? Et peut-être, donc, une répulsion des matières et du contexte en général, pour donc, parfois, peut-être produire un échec scolaire? À mon sens, totalement, parce que la personne qui vient de zones considérées comme zones d'éducation prioritaire ne se voit pas forcément envoyer un dossier de candidature pour entrer dans tel et tel établissement considéré comme prestigieux, parce qu'il se dit qu'il va être victime effectivement de sa zone d'origine. Et
aujourd'hui, combien même certaines politiques ont mis en place ce qu'on appelle une discrimination positive, je ne pense pas non plus que cela soit une solution. Je pense que les systèmes français ont quand même le mérite de permettre d'acquérir des connaissances, de vraiment pouvoir développer des compétences si jamais on obtient certains diplômes et d'être reconnu dans le monde professionnel. Donc, à mon sens, il faudrait tout simplement permettre que ces connaissances qu'on nous dispense nous servent et faire le lien entre comment être quelqu'un avec ses connaissances. Sinon, va Moi, la question que je disais à ma mère, mais à quoi bon, maman ? Je pense que cette question reste dans la tête de beaucoup. La question reste entière. Alors, votre doléance à l'endroit de Madame la ministre de l'Éducation nationale, Madame Najat Vallaud-Belkacem, que l'on voit en fond d'écran, que voudriez-vous lui adresser, vous, pour peut-être espérer un jour avoir une réponse ? Je vais d'abord commencer par répondre en fait, la question de la discrimination positive, je ne crois pas qu'on ne peut pas être contre la discrimination positive, pour une raison très simple, c'est qu'elle aide quand même, c'est un petit levier social. C'est un petit levier. Il n'est pas très expressif, il n'est pas très important, mais c'est quand même un petit levier. Alors, ce qu'il faudrait peut-être pouvoir dire de ce côté, c'est quoi ? Et on finira là-dessus. Il ne faut pas essentiellement baser l'éducation scolaire sur les connaissances théoriques. Mais aussi sur l'aspect pratique. Nous terminons dessus. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté de participer à cette discussion. Très bonne continuation. Ne restez pas désemparés, mesdames et messieurs les parents et aux élèves. Il faut continuer. Au revoir. Merci Lady.